Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité, vous proposer les clés de compréhension des crises que nous traversons. Et voici le sommaire de ce 30 novembre. Le régime des mollahs s'entête dans une répression meurtrière contre la jeunesse iranienne. La rébellion féminine contre le voile est devenue une révolte populaire, peut-être une révolution. La République islamique peut-elle s'effondrer? On en débat dans une minute. Et puis dans 3 quarts d'heure, gros plan sur un homme, un milliardaire, Elon Musk, et ce chiffre, 44 milliards de dollars. C'est ce qu'il a dû débourser pour racheter le réseau social Twitter. Depuis, il a licencié la moitié des salariés et réintégré 62 000 comptes bannis pour de multiples infractions, dont le plus célèbre, celui de Donald Trump. Le Twitter d'Elon Musk met-il en danger nos démocraties? Réponse tout à l'heure. Mais d'abord, cette conférence organisée hier soir par la délégation des droits des femmes au Sénat, des Iraniennes, des Iraniens exilés venus raconter la répression. Fabien Recker, Adrien Pain et Audrey Vuettaz étaient sur place. Mahtab Ghorbrani, poétesse et écrivaine iranienne, brandit une photo d'elle. C'est parce que je n'ai jamais accepté le voile obligatoire que les agents de la République islamique m'ont frappé et blessé à la tête. L'image date de 2009, mais les méthodes sont restées les mêmes. Mahtab Ghorbrani s'est depuis exilée en France, où elle alerte sur le sort des Iraniens et surtout des Iraniennes, depuis que des manifestations soulèvent le pays après la mort en détention de Mahsa Amini. Elles subissent une répression féroce. Je n'ai pas le courage ni la force de vous dire ce qu'ils font aux femmes dans les prisons de la République islamique, ni comment ils les violent. Imaginez le pire. Les peuples iraniens, on a besoin de soutien de la gouvernement français parce que les gens en Iran ne veulent pas du tout le régime République islamique. Au-delà du message de soutien adressé aux femmes en Iran, les sénateurs en appellent à la communauté internationale pour installer un rapport de force avec le régime des mollahs. Il faut évidemment intensifier les sanctions, intensifier toutes les sanctions, non pas sur le peuple iranien, mais sur ses bourreaux. Des premières mesures ont déjà été prises. Elles doivent être renforcées au plan national, au plan international, mais aussi au plan européen pour geler les avoirs des responsables impliqués dans la répression. Le Sénat travaille à une proposition de résolution pour exiger des sanctions, une initiative qui devrait être transpartisane et qui pourtant ne fait pas l'unanimité. Mais vous savez bien que ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'on arrive à convaincre les pays autour, c'est-à-dire la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, que l'Iran démocratique, c'est une chance. Parce qu'on peut très bien imaginer que les pays autour n'ont aucun intérêt à avoir un Iran démocratique. Les sénateurs exigent aussi l'exclusion de l'Iran de la Commission des Nations Unies sur la condition des femmes. Depuis le début des manifestations, au moins 448 personnes auraient été tuées, selon une ONG iranienne basée en Norvège. Pour le premier débat de ce Sens Public, j'accueille Marie Mercier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice LR de Saône-et-Loire. Vous avez assisté à cette conférence hier soir ici au Sénat. Azadekian, bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de sociologie, spécialiste de l'Iran, professeur à l'université Paris-Cité et auteur de ce livre « Femmes et pouvoirs en islam » aux éditions Michalon. Farid Vahid, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'Iran, et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue Mathieu. Marie Mercier, un mot de ce colloque pour commencer hier soir au Sénat. Pourquoi faut-il marquer ce soutien aux manifestants iraniens ? Je crois que nous devons réellement marquer la solidarité du Sénat pour rendre hommage à cette victime, à Mahsa, mais aussi rendre hommage au courage des femmes iraniennes qui sont sur place, mais aussi aux hommes. Nous avions au Sénat, le 5 octobre, participé à un débat sur les droits des femmes et les droits de l'homme en Iran. Chacun s'était exprimé. Donc évidemment, nos moyens peuvent paraître petits, insuffisants, mais je crois qu'on ne peut pas rester à côté. C'est pas un soubresaut de l'histoire, ce qui se passe en Iran. On ne peut pas regarder ça de loin. Et même si finalement, on est un tout
petit peu démunis, on est là quand même. Azalekian, on sait que l'accès à Internet et aux médias indépendants est très difficile en Iran, mais celles et ceux qui manifestent, est-ce qu'ils entendent l'écho de ce soutien international? Qu'est-ce qui revient à leurs oreilles, en quelque sorte? Tout à fait, parce que quelques heures par jour, l'Internet remarche. D'une part, d'autre part, il y a des télévisions par satellite que beaucoup d'Iraniens et Iraniennes captent en Iran. Et donc, de ce fait, ils et elles sont au courant de soutien, donc par exemple, des sénateurs et sénatrices en France, éventuellement, et d'autres, d'ailleurs, pour leur mouvement. Et c'est la raison pour laquelle, même si a priori, ça peut paraître comme symbolique, mais quand même pour les encourager à continuer dans leur lutte et dans leur combat et dire que la communauté internationale, ou en tout cas les démocraties, soutiennent ce sursaut des Iraniens et Iraniennes pour la démocratie, contre l'islam politique et pour la liberté de choix, c'est vraiment, vraiment important. À cela s'ajoute le fait qu'on attend quand même une résolution du Sénat. Oui. Farid Vaïd, comment la jeunesse iranienne, elle est très connectée. Alors, on vient de l'évoquer un petit peu. Comment elle réussit à s'organiser? Parce que c'est aussi ça, comment on organise des manifestations depuis 2 mois et demi, depuis que la répression a commencé. C'est une très bonne question. Il y a 2 questions dans votre question. D'abord, sur l'accès à Internet. Il faut savoir, les Iraniens et les Iraniennes ont grandi avec ça. Ça ne date pas de 2 mois. Donc, Internet a toujours été très limité. On a tous grandi avec ça, vécu avec ça. Donc, il y a des solutions alternatives. C'est avec des VPN, avec différentes solutions. Quand Telegram, ça va être interdit, ils vont migrer sur Instagram. Donc, quand un réseau interdit, ils trouvent quand même un nouveau réseau. En Iran, c'est surtout Twitter et Instagram. Et même quand Internet est fortement limité, avec les VPN, ils vont réussir quand même à avoir accès. Après, quand le régime veut couper complètement Internet, ils peuvent le faire. Pendant quelques heures, dans certains quartiers, dans certaines régions, vous pouvez tout simplement ne pas avoir accès à Internet. Parfois, ça peut être difficile pour la diaspora de rentrer en contact avec les Iraniens à l'intérieur. Mais bon, globalement, ils arrivent quand même à envoyer les images. Mais il faut savoir aussi, les images qu'on voit, c'est pas tout ce qui se passe en Iran, parce que beaucoup d'Iraniens, quand ils vont sortir pour aller manifester, ils vont pas prendre leur téléphone parce que c'est dangereux, ça peut être risqué. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est important de rediffuser ces images, parce que les personnes prennent quand même beaucoup de risques à enregistrer ces images pour nous les envoyer. Et j'aurais rejoint Madame le professeur, c'est peut-être symbolique, mais c'est quand même un symbole très important, le soutien de l'Assemblée nationale, du Sénat. Ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en Iran, parce que ça montre le courage. C'est aussi une guerre de narratif. La République islamique va dire non, mais de toute façon... Une guerre de symboles, c'est une guerre de récit. Bien sûr, parce que les pro-régimes vont dire non, mais de toute façon, ce qui compte pour la France, c'est le gaz et le pétrole, donc ne pensez pas qu'il... Donc il faut quand même... Voilà, faut donner le bon message aux Iraniens en leur montrant notre soutien. Et alors, sur l'organisation des manifestations, des rassemblements... Deuxième question. Oui. Ça, c'est compliqué en ce moment. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas des manifestations, entre autres, avec 3 millions de personnes dans les rues de Téhéran, comme ça a été le cas en 2009. Bon, à l'époque, parce qu'il y avait un leadership un peu plus clair, avec une organisation plus structurée. Il faut savoir, la République islamique a tout fait pour ça aussi. Il n'y a pas de parti politique en Iran à proprement parler, il n'y a pas de syndicat. Et c'est vrai que l'organisation des manifestations aujourd'hui est un peu difficile. Donc on a 200 personnes dans un quartier, 200 personnes dans l'autre quartier. Donc ça, c'est un challenge et une question à laquelle les manifestants doivent trouver des solutions dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors vous parliez de ces images qui nous parviennent. Je vous propose 2 séquences pour visualiser, bien comprendre ce qui se passe en ce moment en Iran, la violence des manifestations, de la répression surtout de ces manifestations évidemment. D'abord à Zahedan, on est dans la capitale de la province du Sistan-Balouchistan, sud-ouest du pays. On est près de la frontière iranienne. C'était le 26 novembre, samedi dernier. Regardez. Ce qui frappe évidemment, c'est ce tir en fin de séquence. Autre vidéo, publiée le 22 novembre. Alors là, elle est tournée du côté des forces de sécurité. On est au Kurdistan iranien, à Javanrud.
voilà l'objectif de cette séquence. On les voit, ils vont aller jusqu'à détruire voilà, une barricade, beaucoup de coups de feu, nombreux. J'ai une question, je ne sais pas si c'est facile de répondre, Azadeh, mais la répression, est-ce qu'elle est croissante ou est-ce que finalement ça a été comme ça dès les premiers jours ? Écoutez, la répression la plus féroce, je dirais, se passe au Kurdistan iranien et au Baloutchistan. En particulier, vous avez parlé de Zaïdan, le chef-lieu, mais également à Khosh, également à d'autres villes de Baloutchistan où les gens sortent en masse, pas des centaines, des milliers. Et pareil au Kurdistan, dans différentes villes kurdes. Et donc, c'est là qu'on a vu vraiment une répression absolument atroce des manifestants. Selon les organisations des droits humains, jusqu'à aujourd'hui, 451 personnes ont été tuées, dont 60 forces de coercition. Et les autres, si vous regardez, c'est la plupart, c'est les personnes tuées au Kurdistan et au Baloutchistan, et puis d'autres, disons, dans d'autres villes iraniennes. D'ailleurs, ça continue. Le chiffre de 448 morts qui s'affiche, mais il est évolutif et évidemment et difficile à établir. Encore hier soir, il y a eu aussi de nombreux tués parce que, alors, le Team Melli, le football national, l'équipe nationale a perdu à Qatar 1-0 aux États-Unis, face aux États-Unis, et les Iraniens étaient très contents. Ils étaient dans la rue. On en reparlera, on verra ces images. Il y en a qui se sont fait aussi tirer dessus par les forces de coercition. Mathieu. Oui, il y a plus de répression et plus de manifestants au Kurdistan et au Baloutchistan iranien, pour des raisons régionales aussi. Parce qu'ils sont davantage organisés. Alors, au Baloutchistan, il y a Molana Abdelhamid qui est leur chef religieux et qui est une autorité, une personne modérée, mais une autorité dont l'autorité est acceptée par tout le monde. Donc, quand il appelle, par exemple, soit à descendre dans la rue, soit à aller à la mosquée pour prier en guise de contestation, les gens le suivent. Et pareil au Kurdistan, parce que les partis politiques kurdes sont parmi les partis les plus anciens, mais en même temps qui ont cette capacité organisationnelle, ce qui n'est pas le cas dans des villes, disons, dites chiites et perses, où les gens descendent dans la rue, mais de façon vraiment spontanée, sporadique. Et comme ça a été dit, ça se passe au niveau des quartiers maintenant, contrairement au tout début où on a vu des milliers de gens qui sont descendus dans la rue. On sait qu'ils tirent pour tuer. Ils tirent aussi sur les enfants. 64 enfants ont été tués aussi, dont des petites filles de 4 ans, des petits garçons de 9 ans. Donc c'est un régime qui tire pour tuer, pour massacrer et pour essayer d'arrêter la mobilisation. Marie, merci. Ça fait partie des témoignages qui ont été entendus hier soir au Sénat. Qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui vous a ému lors de cette conférence? Tout. C'était effectivement extrêmement émouvant, mais moins de 18 ans, c'est vrai, ce sont des enfants. Donc on a vu défiler leurs photos, on a vu défiler leur âge et défiler les conditions dans lesquelles ils avaient été tués. Donc ça nous rendait les choses réelles et palpables. Nous étions là, dans cet hémicycle, certains vraiment pleuraient. La princesse Nour qui était là avec sa grand-mère... les larmes me coulaient. C'était une infinie tristesse devant un gâchis terrible, devant ce régime qui tue l'amour et la joie. Il disait, c'est un régime de terreur. On avait ça sous les yeux et on se sentait terriblement impliqué et terriblement presque inutile. L'un des témoignages, on a écouté un extrait tout à l'heure, c'est celui de Sepideh. C'est une exilée qui a connu, alors quand elle était plus jeune, elle a connu les geôles du régime. La première fois, elle n'avait que 15 ans. On l'écoute. Au nom du Dieu arc-en-ciel. C'est la phrase prononcée par Kion Kilfalak tout en jouant avec son petit bateau. Un enfant de 10 ans vivant à Izé. Phrase qui aujourd'hui est devenue la nouvelle formule de la révolution. Kion était un enfant intelligent, créatif et très joyeux. Il y a quelques jours, les agents terroristes des gardiens de la Révolution ont tiré en salve sur la famille de Kion dans la rue.
Kion a été tué, son père grièvement blessé et le lendemain, sa mère a été torturée atrocement pour la forcer à nier publiquement la réalité de ce meurtre à la télévision nationale du régime. Voilà, c'est le petit garçon de 9 ans dont vous parliez tout à l'heure et la photo dont vous nous parliez, la voici, ce petit bonhomme au nom du dieu arc-en-ciel. Est-ce que cette phrase, Farid Vaïd, peut devenir un nouveau cri de ralliement ? Comment vous recevez ce message d'un enfant, finalement ? Parce qu'il y a des phrases qui portent la révolte depuis 2 mois et demi. Est-ce qu'une phrase comme celle-là peut devenir un cri de ralliement ? Oui, sans doute. C'est extrêmement triste de voir un enfant de cet âge assassiné par les forces du régime avec une formule très touchante au nom de Dieu de l'arc-en-ciel. Forcément, ça touche beaucoup. Ça a été repris par beaucoup de manifestants. Finalement, c'est comme le slogan « Femme, vie, liberté » qui synthétise parfaitement l'idée de ce mouvement révolutionnaire. Donc oui, bien sûr, les formules comptent. Et aujourd'hui, comme ça a été dit, c'est épouvantable de voir l'image de ces jeunes, de ces enfants qui sont assassinés parce qu'ils veulent vivre libres. Parce que finalement, tout est question de liberté. Vous l'avez dit, de joie aussi. Femme, vie, liberté. Vie, parce qu'en Iran, c'est presque interdit de vivre, en tout cas de manière joyeuse. Donc oui, c'est une formule extrêmement touchante où on a pu voir sur les réseaux, ça a beaucoup circulé. La société iranienne, si on essaye de dézoomer un peu, elle est très jeune. C'est quoi la pyramide des âges, en quelque sorte ? Je pense que Mme Kion pourrait répondre mieux que moi, mais c'est une société qui était très jeune et qui l'est de moins en moins. Oui. Les familles font de moins en moins d'enfants, donc c'est une société qui est devenue quand même très moderne. Je pense que ma génération en Iran doit faire entre 1 ou 2 enfants maximum, mais ça reste quand même, on a quand même toujours beaucoup de jeunes en Iran. On est sur une population de 85 millions d'habitants, donc on est sur une société jeune et qui est de moins en moins. 70% de la population iranienne a moins de 40 ans. 40 ans. Donc effectivement, c'est une population relativement jeune, relative à la France, mais pas à l'Algérie ou l'Arabie, etc. Il faut quand même situer l'Iran dans son contexte régional. Mais c'est une population relativement jeune qui a du mal à se reproduire, puisque le nombre moyen d'enfants par femme aujourd'hui n'est que de 1,6, c'est-à-dire moins qu'en France. Donc du fait aussi de la crise économique, mais aussi parce que c'est une société devenue moderne et que les jeunes femmes qui sont en âge féconde refusent d'avoir beaucoup d'enfants pour pouvoir mieux les éduquer, voire elles-mêmes mieux vivre elles-mêmes. Voilà. Donc c'est une société moderne et en face vous avez des institutions, comme j'ai expliqué hier soir, des institutions moyenâgeuses, des hommes au pouvoir qui sont absolument répressifs, corrompus et moyenâgeux aussi. Et donc ça a créé, ça fait des années que des tensions existent. Ce qu'il faut souligner, c'est que ces 70%, ils n'ont connu que le régime islamique. Et donc, ce sont des gens qui ont grandi et vécu. Et pour avoir été en Iran, c'est vrai que la population est d'une certaine façon schizophrène, avec des institutions et un mode de vie extrêmement rigoriste imposé par le régime des mollahs. Et en même temps, des images qui viennent de l'étranger, des références culturelles, aujourd'hui, des habitudes de vie dans la sphère privée qui sont complètement modernes. Donc on a cette vie publique très régentée, cette vie privée beaucoup plus libre. Et donc ça crée aussi une forme de tension au sein de chaque personne, de chaque Iranien, de chaque Iranienne. Hein. Alors combien de morts, combien de personnes arrêtées aussi ? Je vous propose un premier élément avec cette réaction du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk. D'après ce que nous avons pu constater, environ 14 000 personnes, y compris des enfants, ont été arrêtées dans le cadre des manifestations. C'est un chiffre ahurissant. Donc il y a ce chiffre de 14 000 personnes. Et puis alors, ça a pu nous surprendre. Il y a aussi ce chiffre du pouvoir iranien qui a reconnu, alors là je parle des personnes décédées, qui a reconnu pour la première fois plus de 300 morts depuis le début de la contestation. On a vu que c'était certainement en dessous de la réalité. L'ONG Iran Human Rights donnait, on a déjà vu ce chiffre, le bilan de 448 morts et il est en train d'augmenter. Farid Vaïd, pourquoi, je me suis posé cette question, pourquoi le régime iranien maintenant reconnaît plusieurs centaines de morts? C'est une très bonne question. C'est pour donner l'image à leurs partisans, je pense, pour donner cette image qui contrôle les choses, pour dire non, mais nous sommes honnêtes. Et ils l'ont fait après l'avion ukrainien, après 3 jours. Ils ont nié l'histoire pendant 3 jours. Après, ils ont dit non, oui, effectivement, c'était un missile des gardes de la Révolution qui avait abattu cet avion.
Je pense aujourd'hui la stratégie, c'est donner le sentiment aux partisans, parce qu'il faut quand même dire, ils existent, ils sont très très peu et ils sont de moins en moins nombreux. Et s'ils soutiennent toujours le régime, pour la plupart d'entre eux, c'est pour les intérêts économiques liés aux intérêts du régime et peut-être quand même un petit pourcentage de fanatiques. Donc il faut savoir aussi qu'ils se sentent très fragiles. Et leurs partisans, il ne faut pas avoir le sentiment qu'ils n'ont jamais peur. Ils se sentent profondément fragiles. Et le gardien en question, le général qui a donné ces chiffres, moi, mon analyse, c'est qu'il essaye de donner le sentiment à ses troupes qu'on contrôle la situation. Effectivement, il y a eu des morts. J'ai écouté son discours en disant c'est malheureux. Et donner le sentiment que on va contrôler, on va aller en avant. Sauf que ça ne se passera pas de cette manière parce que la population, de toute façon, ne fait plus confiance, absolument pas confiance aux propos des responsables du régime. Et donc, l'impasse est réelle. Azalikian, est-ce que c'est la pire, si on fait un peu d'histoire, est-ce que c'est la pire répression qu'ait connue l'Iran depuis 1979, depuis la révolution islamique? Écoutez, pire répression de la population, je dirais ordinaire, oui. Mais il ne faut pas oublier qu'en 1988, dans l'espace de quelques jours, 4000 prisonniers politiques qui attendaient leur libération ont été exécutés. Et à l'époque, le président actuel, M. Raïssi, était membre de ce comité qui a ordonné l'exécution sommaire de 4000 prisonniers politiques. Avant ces 4000, il y en avait des milliers d'autres qui avaient déjà été exécutés. Toutes les familles iraniennes connaissent des personnes exécutées, soit de leur famille, soit des voisins, soit des amis, c'est-à-dire des gens de mon âge. J'en connais beaucoup de mes amis qui, par exemple, ont péri en prison pour avoir juste distribué un tract, par exemple, vendu un journal de telle force politique de l'époque. Donc, c'est un régime sanguinaire, mais c'était des opposants politiques à l'époque qui étaient surtout exécutés. Aujourd'hui, on tire même sur des enfants qui sont dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on est pendant la guerre Iran-Irak, ils ont réussi de rassembler beaucoup d'Iraniens autour de défense des territoires envahis, etc. Et donc, peu de gens soutenaient les prisonniers politiques. Alors qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se passe. Et ce régime est très fragile, très délégitimé. Ils ont peur de tomber. Et donc, pour se cramponner au pouvoir et se maintenir au pouvoir, ils tirent sur tout le monde. Donc, vous voyez ces deux types de répression différentes, mais ce régime a toujours été répressif. Oui. Face à ces violences, Mathieu, comment la classe politique française réagit à cette révolte iranienne ? Il y a eu l'événement dont on a parlé hier au Sénat, mais je vous donne comme première réponse, regardez une image, c'était lundi dernier à l'Assemblée nationale. Les députés, en fait, ont adopté à l'unanimité 149, exprimé 149, majorité 75, pour 149, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Bravo. Voilà, il s'agissait d'une résolution de soutien au peuple iranien, avec un texte présenté par Adrien Gomi, qui est le député Renaissance de Seine-et-Marne, dont une partie de la famille était originaire d'Iran. Ce sont les cheveux au vent, la liberté chevillée au corps et l'espoir en étendard que les femmes iraniennes rejointes par les hommes se battent courageusement pour leurs droits, a lancé le député avant de se lancer évidemment dans une critique en règle du régime des Mollahs. La résolution, elle a été adoptée par les députés, qui a été adoptée par les députés et condamne avec la plus grande fermeté la répression brutale et généralisée à l'égard des manifestants non violents. Elle dénonce l'usage de la torture. Elle affirme son soutien au peuple iranien. En outre, le texte demande aussi la libération immédiate des prisonniers français. Tout ça, ce sont des mots importants, et le symbole, ça compte en politique, mais certains demandaient aussi des gestes un peu plus forts. Alors, on a vu qu'il y avait une unanimité, c'est un bel exemple d'unanimité à une période où l'Assemblée brille plutôt par ses divisions. C'est vrai, parce que 149 présents, 149 voix oui, on n'a pas vu ça beaucoup à l'Assemblée depuis 6 mois. Mais derrière cette unanimité, il y a eu quelques critiques qui ont été émises par plusieurs députés qui ont regretté certains que le texte n'aille pas assez loin. Alors Meir Habib, par exemple, des Républicains, qui lui est vraiment très très critique sur le nucléaire iranien,
Iranien, sur le rôle que joue l'Iran. Il a aimé que ça aille plus loin. André Chassaigne aussi a regretté qu'on ait lu de la partie programme nucléaire iranien. Angélique Rank, pour le Rassemblement national, elle critiquait le fait que la résolution propose une action à l'échelle de l'Union européenne parce qu'elle considère, elle, que l'institution Union européenne fait la promotion du voile. C'est vrai que vous vous souvenez de certaines campagnes qu'on avait vues dites inclusives de l'Union européenne sur le port du voile. Or, la question du voile des Iraniennes, justement, a posé quelques problèmes à gauche notamment. Et à qui? Alors plusieurs élus de la NUPES en fait ont été pris depuis le début de cette révolte iranienne dans leurs contradictions en fait dès le déclenchement. Je pense à Sandrine Rousseau par exemple pour les écologistes, à Daniel Obono ou encore Louis Boyard pour la France Insoumise, pour ne citer que. Je disais qu'ils ont été mis devant leurs contradictions parce que comment défendre le port du voile comme une liberté ici en France et soutenir les Iraniennes qui le brûlent et le voient comme un symbole d'oppression là-bas en Iran. Certains d'entre eux ont même été sifflés dans une manifestation, et faute d'avoir pu résoudre cette difficile équation, il faut le dire, cette impossible équation, beaucoup de ces élus se sont réfugiés derrière des sophismes arguant qu'ils se battaient pour la liberté de le porter ou non, même si on n'a pas beaucoup vu de femmes en Iran se battre pour la liberté de porter le voile, on a plutôt vu le contraire, évidemment. C'est une façon de masquer en fait que ces élus qui se battent contre toutes les oppressions capitalistes, masculines, racistes, ont fait l'impasse sur une oppression, qui est l'oppression religieuse, et l'oppression religieuse en plus islamiste en particulier. Et donc du coup, c'est une forme d'angle mort pour l'insoumission. Je voudrais revenir, Marie Mercier, sur la question d'une résolution de soutien au peuple iranien. Effectivement, ça a été adopté à l'Assemblée nationale. On en est où au Sénat? Qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours? Effectivement, hier, Adrien Gomi était là au Sénat, donc il nous a remis cette proposition de résolution, son soutien au mouvement pour la liberté du peuple iranien. Mais comme l'a expliqué Bruno Retailleau, qui lui dirigeait hier cette réunion en faveur des chrétiens d'Orient et du peuple iranien, aimerait aller plus loin dans les sanctions. Donc pour le moment, c'est pas encore tout à fait écrit. C'est vrai qu'il faut aller le plus loin possible pour montrer combien nous sommes déterminés à aider les Iraniens. Les manifestants iraniens à Paris, en tout cas, eux demandent par exemple des gestes symboliques très forts, comme la fermeture de l'ambassade en France, qui refuse les autorités françaises, parce qu'ils disent qu'il faut maintenir le fil du dialogue entre Paris et Téhéran. Azalikian, est-ce que c'est une révolte contre le symbole religieux qu'est le voile islamique, puisqu'on évoquait cette question à l'instant? Effectivement, c'est pas un symbole religieux, c'est le symbole de l'islam politique. Il ne faut pas oublier que dès le début de la révolution de 79, c'est-à-dire dès l'installation du régime, le port du voile est devenu obligatoire en Iran, et donc en tant que symbole de l'idéologie islamiste. Et donc c'est ça que les jeunes femmes que nous étions, que moi j'étais à l'époque aussi, nous avons rejeté, nous sommes descendus dans la rue un mois après la victoire de la Révolution, lorsque le voile est devenu obligatoire pour dire non. Et donc ça fait 43 ans que les Iraniennes disent non à l'obligation du port du voile, c'est-à-dire non au symbole idéologique de l'islam politique. Et ce que les femmes, jeunes femmes aujourd'hui brûlent, c'est l'islam politique qui est brûlé. C'est pas l'islam. Il faut pas quand même mélanger des choses. Il faut contextualiser. L'Iran n'est pas la France, d'une part. D'autre part, ce qui est brûlé en Iran, c'est le voile imposé, c'est le symbole de l'islam politique, d'une part. Et ce que le revendiquent les femmes iraniennes, c'est la liberté de choix de le porter ou non. On le voit souvent dans les manifestations. Il y a beaucoup de femmes qui portent elles-mêmes le voile, qui soutiennent les femmes, qui sont en train de brûler leur voile. Donc il y a aussi la réalité. L'Iran, comme n'importe quelle autre société, est une société multiple, et il faut permettre à cette société multiple d'exister, diversifiée et multiple, et que tout le monde doit avoir la liberté de vivre comme il et elle le souhaitent. C'est ça la revendication de mes compatriotes actuellement qui se battent. Et voilà, ça fait 43 ans que les autres aussi se sont battus pour cette liberté-là. Maintenant, je suis désolée, il ne faut pas instrumentaliser les luttes des Iraniennes, ce que fait l'extrême droite en France, pour, excusez-moi l'expression, mais pour taper sur les musulmanes en France. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se battre contre l'islamisme en Iran, en France et ailleurs, mais pas contre l'islam, ni contre les femmes qui, dans la rue,
portent le voile. Je ne parle pas de voile intégral, hein. Là c'est encore autre chose, mais parce qu'on voit leur visage, on voit de qui il s'agit, etc. Et là, on a besoin d'un débat... J'essaie de bien vous comprendre. Ça veut dire qu'en France, ce n'est pas forcément un symbole de l'islam politique? Non, parce qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes. Moi, je travaille aussi sur le Moyen-Orient, pas seulement sur l'Iran. Je vois beaucoup de femmes, par exemple en Turquie, qui sont contre Erdogan, qui se battent contre le président Erdogan, donc le président islamiste turc, mais qui portent leur voile quand même. C'est une tradition culturelle pour beaucoup. Donc, ce dont on a besoin en France, monsieur, c'est vraiment un débat sérieux avec des spécialistes de la question et pas les partis politiques qui s'en mêlent pour l'instrumentaliser, pour qu'on voit la multiplicité de voiles et la polysémie du voile qui est porté ou qui est rejeté d'ailleurs. Hier au Sénat, il y avait des jeunes femmes qui portaient le voile. Bien sûr, il y en avait 3 qui portaient le voile, qui étaient là jusqu'à la fin, qui sont venus même au cocktail, madame. Oui. Est-ce que vous diriez du coup que c'est une révolte sociétale plutôt qu'une révolte politique, ce qui se passe en Iran? C'est les deux. C'est d'abord une révolution culturelle pour libérer les corps de l'imposition vestimentaire, l'imposition idéologique, etc. C'est une révolution politique, parce que tout est politique en Iran, bien évidemment, vu que l'islam a été politisé. Donc, quand on jette ou rejette le voile, forcément, on est en train de faire un acte politique. Et surtout maintenant, avec des slogans qui vont avec, il faut écouter les slogans. C'est contre le régime. Contrairement à avant, où les gens revendiquaient la réforme, ils se sont rendus compte que le régime n'est plus réformable. Moi-même, je revendiquais la réforme. Enfin, j'étais avec les Iraniens qui votaient par millions pour les réformistes afin d'introduire des changements conséquents dans ce pays à travers la réforme, parce que la révolution, on a vu en 79 ce que ça a donné. Donc, mais malheureusement, on se rend compte que ce régime n'est pas réformable, d'où cette mobilisation que j'appelle une révolution en devenir. Une révolution en devenir, ça faisait partie des questions que j'avais prévu de vous poser, révolte ou révolution. Est-ce que, Farid Vaïd, cette révolte ou révolution, elle était prévisible? Est-ce qu'on sentait monter cette révolte depuis plusieurs mois, peut-être même un peu plus d'une année? Je pense que tous les Iraniens, oui, le sentaient déjà, et pour des raisons multiples. Il faut comprendre le contexte. Vous avez une crise économique qui est liée à la corruption systématique du régime aux sanctions. Et là aussi, il faut faire très attention. Quand on parle des sanctions, il faut quand même faire attention de ne pas cibler la population iranienne et de cibler le régime iranien. Donc, c'est quand même une petite nuance à respecter. Et aussi, la corruption systématique, c'est un régime mafieux, le régime iranien. Donc, imaginons, même s'il n'y avait pas eu Trump et il n'y avait pas eu de sanctions, il y aurait eu certes plus de PIB en Iran, mais est-ce que ça aurait, in fine, vraiment servi les Iraniens? Ça, c'est une question ouverte. Il y a un débat entre les opposants. Donc, il y a la dimension économique. Il y a la dimension économique, il y a la dimension politique. Le régime n'a aucune légitimité politique depuis longtemps, mais de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'avant, les Iraniens, comme ça a été dit, avaient quand même un espoir dans la réforme. Donc, effectivement, Khatami Rouhani avait été élu avec 20, 22, 23 millions de personnes qui avaient voté pour eux. En 2009, à la révolte du mouvement vert, c'est parce que les Iraniens avaient massivement participé à une élection, ils voulaient Mir Hossein, l'élection a été truquée, il y a eu un Ahmadinejad, donc il y a eu le mouvement de protestation. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune légitimité politique. Il n'y en avait pas il y a 2 ans non plus. Mais alors aujourd'hui, c'est une crise majeure de légitimité politique parce que les Iraniens ont compris qu'au sein du régime, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative. Donc forcément, quand vous n'avez pas d'alternative au sein du régime, la seule alternative se trouve en dehors du régime, donc anti-régime. Donc vous avez crise économique, politique, mais aussi sociétale. Et les Iraniens, les jeunesses iraniennes aspirent à une vie, je ne vais pas utiliser le terme occidentalisé, mais en tout cas une vie libre, avec un style de vie moderne, ce qui n'est pas permis en Iran. Donc vous avez toutes ces crises qui s'accumulent, et l'assassinat de Mahsa Amini a été le couteau qui a fait exploser tout ça, et nous ne sommes pas face à une révolte. Pour le coup, je pense qu'on peut vraiment, sans prendre de risque, parler d'un mouvement révolutionnaire, parce que les slogans visent le régime, le voile. Quand elle brûle le voile, elle brûle l'islam politique, l'ADN du régime, donc le régime en entier. Donc nous sommes dans un mouvement révolutionnaire. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un changement de régime dans 2 semaines ou 2 mois? Je ne suis pas un prophète, je ne peux pas le dire, mais c'est évident que ça sera une étape importante dans ce changement qui arrivera tôt ou tard en Iran.
Alors on va parler des sanctions internationales tout de suite avec Alexandre Poussard. Vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Alexandre. L'Union européenne renforce au fil des semaines des sanctions vis-à-vis de ce régime iranien. On va les détailler. Quelles sont ces sanctions ? Eh bien, la stratégie européenne, c'est de cibler les personnalités du régime iranien qui sont responsables de cette répression. Une trentaine de personnes sont visées par les sanctions actuellement, et notamment cet homme, Ahmad Vaidi, le ministre de l'Intérieur iranien, qui est accusé d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme. Concrètement, toutes ces personnalités du régime, eh bien, elles ont interdiction de pénétrer sur le territoire européen. Elles voient également leurs avoirs en Europe gelés. La chaîne publique iranienne Presse TV est également ciblée. Elle a diffusé des aveux forcés de manifestants emprisonnés. Écoutez Emmanuel Macron sur ces sanctions européennes. La grande difficulté, vous savez, dans ces cas-là, c'est d'être sûr que les sanctions ont une efficacité, qu'elles ne pèsent pas sur la population, on y veille toujours, et d'être sûr que vous sanctionnez les bonnes personnes, c'est-à-dire celles et ceux qui sont au cœur du système. Mais les gardiens de la révolution en font partie. Exactement. Et donc on l'a fait, on a amélioré pardon de ce terme, mais le ciblage, la précision de ces sanctions. Et dans le même temps, moi je veux aussi essayer d'engager la région, comme on l'avait fait il y a 1 an avec la conférence de Bagdad, parce qu'on ne doit pas simplement réagir, je dirais, de notre côté, on doit engager les pays voisins à aussi mettre cette pression. Voilà, Emmanuel Macron qui veut aller plus loin dans la pression sur l'Iran et qui n'exclut pas de placer les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Alors ça, c'est pour les sanctions européennes. On va voir maintenant ce que fait l'ONU. Alors, beaucoup de discours de condamnation de cette répression de la part de l'ONU. Et sur le plan des actes, il y a également quelques avancées. La semaine dernière, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a voté une résolution pour créer une mission d'enquête internationale sur la répression iranienne. Alors, quelques pays étaient absolument opposés à cette enquête internationale, notamment la Chine, mais une majorité de pays ont voté en faveur de la résolution, donc c'est une réelle avancée. Mais concernant l'ONU, il y a un point qui ne passe pas du tout, c'est la présence de l'Iran dans la Commission des droits des femmes des Nations Unies. Écoutez la sénatrice Annick Billon qui demandait hier soir au Sénat que la France monte au créneau sur ce sujet. Comment accepter, par exemple, que l'Iran soit toujours membre de la Commission de l'ONU sur la condition de la femme ? Le Canada et les États-Unis se sont déjà prononcés pour une exclusion de l'Iran de cette commission onusienne. Qu'attendons-nous ? Et puis pour finir, Alexandre, il faut rappeler les sanctions déjà prises contre l'Iran pour l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire. Oui, et depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et la violation de cet accord par l'Iran, Téhéran subit de lourdes sanctions internationales, un embargo sur l'arme, le pétrole, des restrictions dans le domaine financier, également dans le déplacement des hauts dignitaires du régime. Donc avant le début de cette révolte, les sanctions étaient déjà lourdes contre l'Iran. Merci beaucoup Alexandre pour ça. Marie Mercier, qu'est-ce qui a été évoqué hier soir en matière de sanctions ? Jusqu'où peut-on aller ? Le plus loin possible, mais en faisant vraiment attention effectivement à la population pour ne pas nuire à la population. Alors il y a des sanctions probablement économiques, des sanctions de tous ordres. Pour le moment, moi, je n'ai pas encore la définition de ces sanctions-là. J'espère que dans la résolution, on pourra les définir pour effectivement aller le plus loin possible. Azad Ekian, vous disiez tout à l'heure attendre la résolution du Sénat. On a commencé ce débat en disant que voilà, l'écho de la mobilisation internationale se faisait entendre en Iran. Ça vaut aussi pour ce que vient de nous décrire Alexandre Poussard. Donc si le Sénat vote une résolution, ça sera entendu là-bas. Si l'Europe va plus loin dans les sanctions, c'est attendu aussi, à condition qu'elles soient ciblées. C'est ça le message important à faire passer. Sanctions ciblées et 32, je suis désolée, mais 32 personnes ne suffit absolument pas parce que si vous faites, par exemple, le Canada a sanctionné, a publié une liste de 10 000 personnes. Donc pourquoi 10 000 personnes qui sont dans l'entourage du pouvoir, dans le système. Absolument. Donc 32 personnes, c'est vraiment pas grand-chose. À cela s'ajoute la demande que moi-même je fais aussi depuis de nombreuses semaines ou mois, c'est de aussi sanctionner de façon ciblée les enfants, de 5 000 enfants, des personnes qui sont au pouvoir, vivent à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, au Canada, et donc qui vraiment profitent de la liberté, des systèmes démocratiques, mais en même temps de la manne pétrolière, et c'est-à-dire l'argent qui revient aux Iraniens, au peuple iranien. Donc
le gel des avoirs doit aussi s'imposer aux enfants de ces personnes-là, et pas seulement à 32, mais à des milliers d'entre eux. Et donc là, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Permettez-moi de dire qu'il y a l'année dernière, par exemple, les Iraniens lambda, les Iraniens qui même avaient une carte de séjour en France, ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque, et c'est toujours le cas. Et les Iraniens qui même habitent ici et qui ont un appartement ou une propriété ici, mais étant de nationalité iranienne, ne pouvaient même pas utiliser leur compte bancaire. C'était interdit. Ça, c'était des gens ordinaires qui n'avaient pas grand-chose sur leur compte. Pourquoi on ne peut pas faire ça avec les tenants de ce régime et leurs enfants? C'est facile à faire. Il faut une volonté politique, madame. Cette résolution, vraiment, doit aussi refléter cette volonté politique. Ça prend du temps, mais il faut le faire. Et ça, c'est un message sérieux. On ne peut pas prendre les gens de régime ici en otage. C'est une démocratie, la France. Mais on peut geler leurs avoirs. Oui. Mais Farid Vaïd, est-ce que, parce qu'il y a des sanctions depuis longtemps, on le sait notamment avec la question du programme nucléaire, mais est-ce que finalement ce régime n'a pas appris à les contourner? Quel est l'effet de ces sanctions, quoi? Déjà, c'est une très bonne question. Il faut faire attention aux sanctions dans le sens où il ne faut pas donner aussi le sentiment aux Iraniennes et aux Iraniens qu'on est juste dans des actions symboliques. Pourquoi je dis ça? L'Iran est déjà le pays le plus sanctionné du monde. Les sanctions contre la Russie à côté des sanctions contre l'Iran ne sont pas encore grand-chose. Avec l'extraterritorialité du droit américain, l'Iran est de facto sanctionné par le monde entier. Donc c'est un pays complètement économiquement isolé. Après, vous avez raison, ils ont pu développer des techniques pour contourner les sanctions. Mais effectivement, ce qui est quand même absurde, c'est de voir que des étudiants iraniens vont avoir du mal à ouvrir un compte en France en raison des sanctions américaines, mais les enfants du régime qui partagent les valeurs de leurs parents vont aller se marier à Saint-Tropez. Ces cas-là existent. Donc on peut travailler sur ça. En Iran, vous avez une oligarchie comme l'oligarchie russe. Donc effectivement, on peut travailler pour bloquer la vie de ces gens. Après, il y a des actions juridiques contre ceux qui sont impliqués dans la répression. Et il faut vraiment réfléchir à toutes ces solutions. Le Quai d'Orsay, le ministère des Armées, mais juste un petit point. Je pense le point aussi qui complique l'action des États, des puissances occidentales contre l'Iran, il faut le dire, c'est le dossier nucléaire iranien. Aujourd'hui, c'est impossible. Le JCPOA, les Iraniens n'en veulent pas. Ça serait un très mauvais message envoyé aux Iraniens d'aller signer un accord avec ces personnes-là, impliquées dans la répression. Donc je pense aujourd'hui, il faut aussi envoyer clairement le message à la République islamique et aussi aux Iraniens qu'on a un plan B au JCPOA. On va s'assurer que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire parce que personne n'a envie que la République islamique se dote de l'arme nucléaire et qu'en même temps, on ne va pas négocier avec ceux qui sont en train de vous tuer dans la rue. Alors, je voudrais terminer par un témoignage et une image. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. Finalement, le rapport à l'équipe nationale iranienne de football et son parcours dans la Coupe du Monde au Qatar, qui est devenu un enjeu politique. Écoutez d'abord, donc un témoignage qu'on dit Farid Bradley, c'est une artiste d'origine iranienne qui vit en Angleterre avec d'autres femmes venues d'Iran. L'image et son témoignage est fort. Elle refuse catégoriquement de soutenir cette équipe de foot. Les Iraniens qui soutiennent vraiment leur équipe, bien sûr, voudront que l'Iran gagne. Mais s'il gagne, l'argent revient au régime. Et le régime utilisera sans aucun doute les images de joie comme propagande. Ils sont très habiles pour faire de la propagande. Beaucoup d'anciens champions, par exemple, dans le domaine du judo, ont pris la parole, ce qui est très courageux de leur part. Ils ont pris la parole en ligne et sur Instagram pour dire qu'il ne faut pas soutenir l'équipe, car le régime va s'en servir. Voilà, et symboliquement, elle tournait le dos au poste de télévision au moment de l'hymne, qui est l'hymne du régime. Il faut bien expliquer ce qu'il signifie. Et donc, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on va voir les images, cette vidéo, juste après la défaite de l'équipe de l'Iran face aux États-Unis, défaite qui éliminait l'Iran de la Coupe du Monde. Ben voilà, on est avec un concert de klaxon. Normalement, c'est plutôt quand son équipe gagne. Bon, ben voilà, l'image, elle est évidemment surprenante. On est dans les rues de Téhéran. Pourquoi, et peut-être vous pouvez nous l'expliquer en quelques mots, pourquoi l'équipe nationale est devenue le symbole du régime? Parce qu'au premier match, ils ne chantent pas l'hymne, les joueurs, mais ils l'ont chanté au deuxième et je crois un peu marmonné au troisième. Écoutez, parce qu'avant d'aller au Qatar, ils sont allés voir le président iranien Raïssi, ils lui ont serré la main, etc. Donc ça a été très critiqué par beaucoup d'Iraniens.
Ensuite, effectivement, pour réparer ça, ils ont refusé de chanter l'hymne du régime islamique, qui n'est pas l'hymne national. Oui, c'est ce que je disais. Et ensuite, deuxième fois, ils l'ont changé. Et ils l'ont chanté. Et là, ils sont devenus à nouveau les cibles privilégiées des opposants, bien évidemment. Et il y avait la peur, pardon de vous interrompre, qu'en cas de victoire et de qualification de l'Iran en huitième de finale, ce soit finalement récupéré par le régime. Parce que le régime a déjà utilisé et récupéré les images de... c'était le match contre l'Iran au Pays de Galles, là où l'Iran a gagné. Et donc, les Iraniens de l'Iran n'ont pas réagi, mais les gens du régime et les forces de coercition étaient dans la rue pour danser. Et là, bien évidemment, c'est très au détriment de Team Melli, donc l'équipe nationale, qui est devenue aussi associée ou identifiée au régime et donc rejetée par les Iraniens. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Zadeh Kian, je rappelle le titre de votre livre, Femmes et pouvoir en islam, livre publié aux éditions Michalon. Le voici. Merci encore d'être venu sur notre plateau.